Jérôme Gage est candidat à la présidence de la République. Et oui, tout le monde est en liesse dans la France. C'était l'annonce que tout le monde attendait. Jérôme Gage, l'homme qui arrive à accomplir l'exploit d'être le plus indécent de tout le Parti socialiste. Il mérite vraiment sa couronne. Nous allons regarder un petit peu ce qui se passe avec ce cher Jérôme. Est-ce que vraiment, encore, la prophétie du graphique se serait trompée? Je vous rappelle que c'est du blasphème de dire ce genre de choses. Ou est-ce qu'il s'agit de manœuvres de politiciens à l'intérieur du PS pour finir de buter Glucksmann et Faure? Pour tirer tout ça au clair, j'appelle le spécialiste en solférinologie de la PADU Team, j'ai nommé Chris. Chris, comment vas-tu? Est-ce que tu es prêt à ce qu'on se tartine du Jérôme Gage en long, en large et en travers? Tu sais que j'ai une longue histoire avec Jérôme. Voilà. Ah, je sais. Voilà. Je peux pas tout dire devant les caméras, mais bref. Mais moi, ça m'intéresse parce que j'avais que la primaire était ouverte là. Donc, il y avait primaire des noisettes. Je sais pas trop s'il s'inscrit a priori non dans cette primaire. Voilà. Plutôt une primaire, on va en discuter un peu plus large. Mais là, elle est ouverte jusqu'au Likoud, j'ai l'impression. Du coup, avec Jérôme Gage, il y a le PS, il y a la convention de Cazeneuve, il y a Place Publique, puis maintenant il y a le Likoud qui envoie son candidat Jérôme Gage. Donc, très bien, voilà. La branche génocidaire du PS. Vraiment, mais comme tu l'as dit, l'indécence de Jérôme Gage pendant toute cette période sur ce qu'a dit Mélenchon, qui serait un odieux antisémite. Voilà, enfin, on a fait une capsule là-dessus. Oui, je vous rappelle qu'il a même dit que Mélenchon persécutait des enfants juifs déjà à la maternelle. Il leur Ah non, volait leur bouquet. ça c'est Julien Drey, ça. Mais Ah oui, c'est vrai, c'est sûr pardon. que c'est. Je confonds. Mais allez voir quand même Excusez-moi. cette capsule, mais les deux sont interchangeables. Hein, Oui, voilà. je confonds les sionistes zinzin. Excusez-moi, Voilà. pardon. Et les deux viennent de l'aile gauche du PS. Hein. Alors, Julien Drey vient même de la LCR, si je puis me permettre. Hasard, je ne pense pas. Tout à fait. C'est des pipelines très intéressants entre l'extrême gauche française, maoïste, voilà, de la gauche prolétarienne. Ce pipeline-là, il est intéressant. Il faudrait qu'on en parle, un de ces quatre. Mais donc, bref, voilà. L'aile gauche du PS, trotskiste de Julien Drey, radical. L'aile gauche très socialiste avec Mélenchon, avant que Mélenchon quitte le PS, où Gage était avec lui, maintenant dégénère dans une espèce de conservatisme sioniste à soutenir un gouvernement fasciste comme Netanyahou. Enfin, c'est catastrophique. Et tu vas voir, si on fait cette intro-là, c'est intéressant, c'est parce qu'en fait, vous allez voir que Gage nous vend sa candidature au nom des valeurs et de la République. D'ailleurs, Chris, alors, je vous le dis, les amis, Jérôme Gage va annoncer sa candidature chez Benjamin Duhamel. Alors, je ne vais pas vous refaire tout l'historique de la famille Duhamel. Vous pouvez aller voir notre excellente capsule de revue des politiques français par son tonton Alain Duhamel, où nous refaisons tout un point sur la dynastie Duhamel pour que tout le monde sache bien qui est marié avec qui, a fait l'enfant de qui, etc., pour bien comprendre cette famille. Mais moi, j'ai un peu l'impression, Chris, quand même, que faire son annonce de candidature au présidentiel à la matinale de France Inter, c'est un peu déjà, tu vois, le signe que t'es un peu un second couteau, quoi. Ah Parce que normalement, tu le fais sur TF1 chez Gilles Boulot. Désolé, bien mais sûr, bien sûr. Qui croit que Mélenchon va annoncer qu'il est candidat en 2027 à France Inter chez Duhamel. Bon, déjà, tous les deux, c'est pas la grande... voilà, la grande amitié. Ça se fait chez Gilles Boulot. Et donc, effectivement, Gage est un second couteau, donc il va chez Benjamin Duhamel. Je remets l'extrait pour ceux qui ne l'ont pas vu. Zoé l'a vu 3-4 fois et elle a posé une journée tellement ça a changé sa vie. Ah voilà. Bah oui. Et donc il va un peu nous donner l'esprit de sa candidature. Je suis aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle pour porter la voix d'une gauche républicaine, la voix d'une gauche européenne. C'est trop marrant parce que c'est des adjectifs que genre François Fillon pourrait utiliser. Exactement. C'est ça qui est très marrant. Déjà, les mecs s'appellent les Républicains, la droite. Voilà. Donc maintenant, quand vous entendez républicain, ce qui n'est pas l'histoire de France, hein, et même si on parle de la République en tant qu'objet progressiste dans l'histoire, etc., vraiment, c'est Mélenchon le plus républicain. Mais là, aujourd'hui, la République, un peu comme la laïcité, a été dévoyé comme un espèce de suprémacisme culturel, intellectuel, qu'il faudrait imposer à tous, de l'extérieur, avec une forme, tu sais, presque les gens républicains qui adhèrent à ces valeurs-là seraient les gens civilisés, puis les autres, c'est les non-civilisés, les barbares, les archaïques. C'est vraiment aujourd'hui une idéologie culturaliste servie par la droite et par la gauche de droite, incarnée par le fameux printemps républicain qui a infusé dans le PS et qui a été créé par Laurent Bouvet, qui a infusé ses idées droitière, soi-disant anti-indigéniste au PS, et dont aujourd'hui Gage est vraiment le dernier représentant à l'intérieur du PS. C'est sa ligne.
Et Laurent Bouvet a une femme macroniste sur laquelle vous avez fait une capsule, Zoé. Je te fais la passe des... L'incroyable Astrid Panosian-Bouvet, ministre du Travail macroniste, qui avait sorti des dingueries absolues comme supprimer des semaines de congés payés. J'ai envie de dire, mais let's go, quoi. Pourquoi ne pas y aller? Et tu vois, tu parlais de l'utilisation du terme républicain. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on l'utilise aussi, tu sais, comme instrument de contrôle social, notamment de l'habillement. Tu sais, les fameuses tenues républicaines à l'école. Tu te souviens de ce truc? Exactement. Tenues républicaines à l'école, qui sont faites pour attaquer deux types de gamins, de gamines, plus précisément. Soit les gamines qui porteraient des signes ostentatoires religieux parce qu'elles ont des robes trop longues, trop amples, les cheveux couverts, etc. Soit aussi les gamines qui se découvrent trop. Bah oui, parce qu'en fait, dans cette pensée-là, tu ne dois pas être trop couverte, mais tu ne dois pas non plus être trop découverte. Et je me permets de vous rappeler cet hallucinant sondage qui était paru dans Marianne, chantre de la laïcité, tout ce que tu veux, qui avait dit, tiens, si on allait interroger des vieux mecs sur les tenues des lycéennes, et il y avait des dessins de gamines en crop top ou avec des t-shirts sans soutien-gorge, avec des représentations dessinées de poitrines de gamines hyper opulentes et tout. Enfin, vraiment, le sondage était consternant. Tu apprenais que 60% des mecs vieux de plus de 60 ans trouvent que les gamines doivent mettre des soutiens-gorge, sinon c'est pas républicain. Enfin, vraiment, t'es là, mais incroyable sondage de la gauche laïcarde, très représentante de la liberté des femmes, n'est-ce pas? Donc voilà, oui, républicain, tu le mets à toutes les sauces et donc nous n'avons aucune surprise de l'entendre dans la bouche de notre pas cher Jérôme Gage. Être républicain, c'est toujours contrôler les tenues des jeunes filles, comme tu l'as dit, parce que Exactement. ça pourrait déconcentrer les garçons. Voilà. Oui, c'était ça l'argument. Marianne est spécialiste de ça. Ils ont fait des dernières unes là-dessus sur Mélenchon. LFI, la folie racialiste. Voilà. Donc, en fait, on apprend que LFI serait Gobineau, etc. Mais on vous met tout ça en préambule parce que c'est l'univers de Jérôme Gage. Et c'est ce que Jérôme Gage va essayer de faire. Et c'est ce que Jérôme Gage va essayer, d'incarner dans sa candidature pour le PS. Et il va essayer d'amener le PS vers ce type de loi scolaire, vers ce type de valeurs qu'il appelle républicaines, qui sont des valeurs culturalistes, on va dire quasiment d'extrême droite. Aujourd'hui, l'extrême droite ne renierait rien de tout ça. De contrôle des jeunes filles, des femmes, de contrôle de la religion. Enfin, vraiment, une gauche sclérosée, bourgeoise en crise, qui veut imposer un agenda culturel à l'entièreté des populations. Vraiment, c'est une violence raciste, islamophobe et antiprogressiste. La voix d'une gauche universaliste, laïque, d'une gauche sociale, écologiste. Pourquoi est-ce que je le fais? Ça mange pas de pain, mais c'est vraiment le dévoiement de tous ces adjectifs. Aujourd'hui, à cet instant. Parce que c'est la majorité du peuple de gauche qui partage cette orientation. Et c'est aussi, et c'est extrêmement important... Source... Je sais pas d'où ça sort, je sais pas, c'est la candidature d'Hidalgo, 1,7%, ou Hidalgo plus Jadot, 6%. Vraiment, d'où ça sort ce truc-là? La majorité du peuple de gauche, il vote pour Mélenchon. Ce niveau de baratin, de faire croire que la majorité du peuple de gauche déteste Mélenchon, mais vote quand même pour lui. Oui, nous aurons l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos. Ce qui nous permettra pas uniquement de témoigner en 2027, parce que c'est une voix qui est respectée au-delà de la gauche. Et moi, je ne me résous pas à la victoire annoncée. Regarde un petit peu comment il commence à louvoyer, là, le Jérôme Gage. C'est-à-dire qu'il dit, c'est une voix qui est respectée au-delà de la gauche. Nous sommes la gauche qui plaît à la droite, monsieur. Et donc, regardez la difficulté que vous avez pour gouverner, etc. Nous n'aurons pas cette difficulté. Parce que nous, même la droite sera d'accord avec nous. C'est ça que Jérôme Gage est en train de vous dire, là. Exactement. Mais même, le truc, c'est même l'extrême droite, du coup. Tu crois être un rempart, mais tu es un paillasson pour l'extrême droite qui finira par arriver au pouvoir. Et qui fera... c'est important de le préciser, on n'a pas fait de capsule spécifique là-dessus parce que c'est du fond, mais je prends l'exemple de ICE, par exemple. ICE a été créé par Obama, qui s'en est beaucoup servi, etc. Donc c'est vraiment des dispositifs qu'on appelle normaux ou qui étaient pré-fascistes, etc. Qu'a fait Trump? Il a récupéré ça pour le rendre encore plus fasciste, c'est-à-dire il récupère les saloperies que font ses prédécesseurs qui se disent encore, alors là-bas c'est pas républicain, mais tu vois c'est dans l'arc des valeurs, etc. Voilà. Et ensuite il les emmène plus loin. Donc quand vous avez déjà des gens, des traites là, des sociotraites comme Gage, et là je vous le dis comme Roussel, parce que c'est la même ligne, Tremble Roussel, si Jérôme Gage est le candidat, je sais pas combien tu vas faire, parce que vous avez la même ligne sur la laïcité, la République, je sais pas quoi. Quand tu vas voir ça, ça veut dire que c'est des gens qui, imaginons, arrivent au pouvoir, vont mettre en place les CRA,
CRA, c'est Centre de rétention administrative. C'est là où on met les personnes en situation irrégulière. Donc, c'est vraiment des lieux d'enfermement en dehors de toute règle de droit de base, démocratique, etc., avec des niveaux de maltraitance des gens dans ces endroits, qui sont des gens qui sont détenus alors qu'ils n'ont pas, on va dire, de condamnation pénale pour les mettre en prison. Hein. C'est vraiment des modes de privation de liberté qui sont complètement hors de l'état de droit. C'est un scandale absolu, hein, les CRA. Je crois même que les médecins ont du mal à rentrer dedans. Oui, mais le défenseur des droits a dénoncé à de multiples reprises ce qui se passe dans les CRA. Les associations ont même, sollicité la Cour européenne des droits de l'homme, parce que vraiment, c'est un scandale absolu, hein, ce qui se passe au sein des CRA. Donc tout ça, les CRA, les dispositifs de répression de manifestants, tous ces dispositifs-là que les sociotraites vont mettre en place et ne vont pas détruire, parce qu'on devrait détruire les CRA. Hein. Je rappelle, là où il y en a des très gros, c'est à Nantes avec Johanna Roland, maire de Nantes. Hein. Suivez nos camarades d'Isonomia qui font des très bons travaux là-dessus. Tous ces dispositifs-là vont être amenés par eux, soi-disant pour faire reculer l'extrême droite. Et au final, ils vont dérouler le tapis rouge. Et quand l'extrême droite s'emparera de ces dispositifs-là, ils les radicaliseront dans le fascisme. Ils n'apparaissent pas ex nihilo. Donc, on ne fait rempart à l'extrême droite qu'en détruisant les embryons de ces dispositifs. Et les embryons de ces dispositifs passent, on l'a expliqué dans notre capsule sur Blast, Laurent Mauduit, Salomé Saké, on a expliqué justement les embryons du fascisme, ces dispositifs sont créés avant que le fascisme arrive au pouvoir. Lui, il s'en sert et il les radicalise. Il les rend absolus, violents, encore plus forts et encore plus loin, et contre tous les dispositifs républicains de contrôle, etc. Il abat les contrôles sur ces choses-là. Et ben voilà ce que vous promet un Jérôme Guedj, c'est justement de vous amener le pré-fascisme. Après Jérôme Guedj, si lui est au pouvoir, il y aura le fascisme, c'est sûr et certain. Aujourd'hui, on est dans une situation de bifurcation. Soit c'est le fascisme ou le pré-fascisme avec Marine Le Pen, Bardella, etc. Soit c'est la bifurcation, on en sort, on détruit ces dispositifs policiers, de contrôle, de violence, de gestion de la pénurie, de gestion par la nationalité, la hiérarchie des gens par le genre, etc. Soit on va vers la période pré-fasciste, c'est-à-dire en faisant élire l'autre gauche ou directement l'extrême droite. Donc Jérôme a annoncé sa candidature et ensuite Jérôme est rentré dans le détail chez France Info, dans l'émission Tout est politique. Et là, vous allez voir, le titre de l'interview, c'est Jérôme Guedj. Lui, président, quel programme? Alors ça, ça nous intéresse énormément, Chris, hein, bien sûr. Et donc, nous allons regarder Jérôme, qui va nous expliquer un petit peu son rapport, notamment avec LFI. Intéressant. Moi, ce qui m'intéresse depuis le début de la primaire des Noisettes, personne ne l'a noté, c'est le spectre qui hante toutes ces noisettes et ces prétendants soi-disant de gauche, le spectre de François Hollande. Ils disent tous « moi président, moi présidente », lui président, nous président. Dog whistle pour amener Hollande. Hein. C'est l'hégémonie de François Hollande sur la gauche. Vraiment, c'est assez impressionnant. Le parrain prépare son plan depuis bientôt 10 ans. C'est ça. Je voudrais vraiment qu'on ait des réponses de votre part de ce point de là. Même si le PS faisait 12-15% avec vous, ce que je vous souhaite, vous avez des alliés naturels, les communistes et les écologistes. Alors, le vient d'entendre... Le PCF, comment vous vous sentez d'être présenté par les journalistes de France Info comme l'allié naturel de Jérôme Guedj? J'ai une vraie question pour vous. Nous on est d'accord, hein, parce qu'on vient de le dire, et je pense que tout ce qu'on a dit en première partie plutôt, va dans ce sens-là. Moi je suis militant communiste. Bon le plus proche de vous au PS, c'est Jérôme Guedj. Hein. Tirez-en les conclusions que vous voulez. Nous, avec Zoé, on a déjà les autres. Ce qui n'est pas si vrai en vrai, Chris, parce que l'allié naturel de Jérôme Guedj, c'est les macronistes. C'est l'aile gauche du macronisme. Ah mais clairement. Mais bon, c'est marrant qu'on pense à Roussel. Hein. Mais Roussel a cette dynamique dont tu parlais tout à l'heure, de vouloir être la gauche qui fait plaisir à la droite, quoi. Ça ne fera jamais une majorité. Vous aurez besoin d'autres personnes pour gouverner la France. Vous préférez gouverner avec les Insoumis ou avec l'aile gauche de la Macronie, sachant que dire les deux est impossible. Vous savez très bien que pour le coup, ce sont deux choix inconciliables. Moi, je vous dis, j'ai la culture du compromis. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs... Sont de gauche à France Info. Je dis ça, je dis rien, mais... Sont de gauche de fou, hein. Je défends l'idée de la proportionnelle aux élections législatives. Ça fait pas un gouvernement. À un moment, il faut gouverner. Oui, mais ça veut dire que on n'est plus lié à des accords électoraux et on a son identité politique et on construit des compromis. Et on dit aux électeurs avant les élections avec qui on va s'allier ?
Non, parce que les électeurs, ils votent pour une orientation politique et en fonction de celle-ci, eh bien, il y a l'élection qui détermine l'équilibre à l'Assemblée nationale. Mais dans un gouvernement, non mais ça... Ouais. Intéressant ça. Oui, parce qu'en fait, là, tu vois, ils sont en train de nous ressortir l'idée de la proportionnelle. Alors, ils ne parlent pas du tout, tu vois, dans la critique des institutions de la Ve République. Critique que, je pense, une grosse partie de l'échiquier politique français porte, à part peut-être les Républicains, tu vois. Mais sinon, c'est une critique très fréquente. À raison, parce que, tu vois, c'est un régime présidentielle, avec une répartition des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif qui pose vraiment problème. Globalement, quand tu as un mec comme Emmanuel Macron qui arrive au pouvoir avec la Ve République, tu es dans une sauce parce que le gars fait absolument ce qu'il veut avec les institutions qui arrivent. Preuve en est, il a dissous l'Assemblée nationale en 2024. Il avait déjà pas de majorité absolue, mais il s'est retrouvé minorisé. Sa famille politique arrive 3e des élections législatives et au final, il arrive quand même à réussir à gouverner à coups d'accords à la con, de 49-3, etc. Donc il y a une vraie critique à porter. Mais c'est pas du tout la même critique de dire nous voulons mettre fin au régime présidentiel, faire une assemblée constituante et faire une nouvelle constitution pour une 6e République. Ça, c'est la proposition, par exemple, de LFI. Il n'y a pas que eux qui le défendent, mais c'est notamment LFI qui le défend. Et il y a une proposition d'allemand mental, là, à la Jérôme Guedj. Alors, je suis désolée, je dis allemand mental parce que ça, c'est le système politique allemand. La fameuse proportionnelle. Alors, c'est un vieux truc chez les socialistes, parce que ça avait été poussé par François Mitterrand, qui s'en était servi pour pouvoir faire monter le Rassemblement national pour casser les couilles à la droite à l'époque, dans les années 80, tu vois. Donc là, Jérôme Guedj nous propose une espèce de truc où il y a une proportionnelle. Donc, vous voyez, dans un échiquier politique comme actuellement, où il y a à peu près 5 forces entre la gauche radicale, la gauche de droite avec le PS, un bloc central avec a priori Édouard Philippe, une droite type Retailleau, Wauquiez, on verra, et puis une extrême droite avec Bardella ou Le Pen. 5 blocs qui vont être en vérité tous autour de 15-20%. Ça te fait une espèce d'Assemblée nationale comme ça, et donc ensuite il faut faire des accords au sein de l'Assemblée nationale élue à la proportionnelle pour faire un gouvernement. Le truc avec cette méthode-là, c'est que ça favorise toujours une politique centriste et donc de droite. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit avec l'exemple allemand. Vous êtes toujours obligé de faire alliance quand vous êtes radical avec un mec qui est du bloc central. Ça met le bloc central dans une position hyper favorable. Et ça te fait les politiques allemandes de ces 50 dernières années. Alors vraiment, je vous laisse regarder un petit peu ce qu'ils font en Allemagne. Le SMIC à 1 euro, les gens de 70 ans qui vont bosser, une baisse de l'espérance de vie en bonne santé. Enfin, vraiment, le modèle allemand est une catastrophe absolue. Et je ne dis pas ça par germanophobie, je dis ça parce que c'est un truc objectif. Et donc, c'est pas du tout étonnant que la gauche de droite de Jérôme Guedj défende la notion de proportionnel. Et en plus, si tu veux, c'est particulièrement énervant parce que ça vient toujours te dire voilà, c'est ça la vraie démocratie, etc. Comme si la vraie démocratie, c'était de se retrouver dans des institutions politiques qui faisaient en sorte que toujours ça soit le bloc bourgeois qui soit au pouvoir. Ça, c'est la démocratie libre et non faussée, tu vois. Ouais, c'est très juste, ouais. Comme tu l'as dit, effectivement, en plus, c'est toujours les derniers petits députés qui font, tu sais, une majorité, donc effectivement, tu vas les chercher souvent au centre. Mais c'est intéressant parce qu'il a compris quand même une chose, Guedj, il a compris qu'il allait avoir cette bataille des deux gauches. Et que dans cette bataille des deux gauches, le dispositif de scrutin n'était pas favorable. Les 10-15% que peut espérer ce PS-là, qui est un peu le vote Glucksmann aux européennes, si on regarde bien, était très dilué dans la population. Donc c'est très difficile pour eux d'avoir des circonscriptions où ils seraient en tête, voilà. Mais avec une proportionnelle, ça fait 15 et 15 par rapport à l'AFI. Là où l'AFI peut avoir des députés parce qu'ils ont des circos très populaires sur lesquels ils vont avoir des gens même élus au premier tour. Je pense à Sarah Legrain ou Sofia Chikirou qui ont été élus au premier tour. Il a bien compris qu'il y avait ces deux gauches-là et c'est pour ça que nous, on va articuler le plus jamais PS. C'est pas simplement justement de dire le PS ne doit plus exister, même si ça c'est la ligne de Zoé. Voilà, il doit déposer le bilan. Voilà, son logo doit être mis aux archives. Ah oui, voilà. Ce logo de con là. C'est vraiment de se dire, en fait, ce qu'il ne faut plus du PS, c'est l'hégémonie du PS et le rôle central du PS dans les politiques de gauche dans ce pays. Le PS post-2022, NUPES, harnaché au programme de l'avenir en commun, etc. Moi, c'était pas un problème. Après, c'est leur problème à eux.
Non, mais tu vois, ils font un congrès, etc. Moi, je m'en fous. Si demain, ils veulent exploser en deux et venir se mettre dans le giron de la France insoumise, pour moi, c'est un peu le destin de leur aile gauche. Mais c'est pas grave. Après, les mecs, il y aura toujours des partis un peu plus droitiers. C'est comme les Verts. Voilà, c'est un peu comme les Verts. C'est un peu comme... Il y aura toujours dans un bloc de gauche des partis un peu plus droitiers, des partis... Mais l'hégémonie du programme doit être la bifurcation portée par la France insoumise. Et les autres doivent être, on va dire, accessoires par rapport à ça. Là, ce que veut faire le PS, et nous, c'est ce qu'on dit, plus jamais PS, ils veulent reconstituer l'hégémonie de la gauche social-libérale, néolibérale, contre le programme de l'AFI. Et c'est ça, ce plus jamais PS. C'est pour ça que non seulement, on va pas simplement se focaliser sur les étiquettes, et demain, je veux dire, s'il y a des ralliements, là, on a vu des ralliements de gens des Verts à la FI pour les municipales. Si demain, il y a des ralliements de gens du PS en disant, bah nous, en fait, on sort du PS et puis on se rallie à un programme de bifurcation, voilà, bah, faites-le, très bien. Faut toujours s'en méfier, hein. On l'a dit avec Padu, Oui. voilà. Mais oui, venez, tout le monde a le droit de changer d'avis. Non mais voilà, Par tu contre, vois ce que je veux dire, il y a des moi, mon hégémonies avis, c'est politiques. que si tu bifurques, c'est aussi que tu es capable de faire un peu l'autocritique de pourquoi tu quittes Exactement. ta famille politique et de quel était le problème, tu vois. Et c'est ce qu'a fait Mélenchon en passant au parti de gauche et tu vois, et en construisant la FI. Donc c'est ça. Et paradoxalement, c'est juste, on va simplement se dire, faut pas se focaliser sur le personnel politique du PS, etc. Il faut leur mettre la pression pour qu'ils explosent, comme en 2022. Et à l'inverse, faut se méfier aussi des gens qui pourraient reprendre la main de ces politiques accessoires que le PS a construit. Notamment, nous, on va dire les Verts. Notamment la logique du PCF, là, dont on sait pas trop où il va. Parce qu'on peut avoir un pôle de gauche, imaginons une disparition du PS demain, mais un pôle de gauche centré autour de places publiques, l'aile droite des Verts, etc. Et ce sera le nouveau PS qui veut vouloir faire de l'accessoire avec la crise du capitalisme et la gestion de la pénurie. Donc, le plus jamais PS... Et vous le verrez à l'événement du 20 ou ceux qui pourront voir la rediffusion, ça va être de montrer ce que c'est comme fond programmatique de politique de renoncement sur l'antiracisme, sur l'économie, sur les classes qu'on essaye de mobiliser, les masses qu'on essaye de conquérir. Tout ça, c'est des politiques de fond, PS, pas PS, etc. C'est ça, en fait, les trahisons. C'est d'avoir, comme tu disais, je le résume, Zoé, tu l'as résumé en une phrase, mais d'avoir orienté la politique autour du bloc bourgeois, quoi. Mais avant d'aller à l'Assemblée, il faut composer un gouvernement. Le gouvernement de Jérôme Guedj, il est avec Mathilde Panot et Manuel Bompard, ou il est avec Elisabeth Borne et Bernard Cazeneuve et Roland Lescure. Vous savez, C'est bien, c'est que même les journalistes de France Info, maintenant, ils comprennent les enjeux avec la pression que la pas du team met. Hein. Voilà. Mais n'hésitez pas à envoyer la pas du team à tout le monde, parce que voilà, sinon, ils vont pas comprendre. Bonne question, hein. Très bonne question. Et les deux, c'est pas possible. Mais Vous ne mettrez pas les mêmes dans le avec gouvernement. des gens qui auront partagé la ligne politique portée pendant l'élection présidentielle. Il peut y avoir un soutien sans participation et une ouverture à ceux qui ont envie d'appuyer ce qui aura été un... Et c'est quand même un spécialiste de pas répondre aux questions, hein, Jérôme. Ah oui, ouais, oui. Jérôme, bravo. Hein. T'as jamais travaillé de ta vie, mais t'en as passé du temps à t'entraîner, à ne pas répondre aux questions et à détourner le truc. Hein. Front républicain pour éviter la victoire de Jordan Bardella Mais ou de Marine Le Pen. Mais Avant, Alerte noisette. Alerte. Tu vois, c'est ça qui est assez hallucinant. À la fin, il ne leur reste que ça de progressiste. Et c'est le seul truc que peut-être Macron pourra garder dans l'histoire. Avoir empêché le RN. Tu vois, c'est presque ça qui va rester. C'est ah bah oui, on n'a pas eu le RN parce qu'on a eu Macron, alors que le type a fait toutes les politiques les plus austéritaires, les plus violentes, les plus libérales. Mais ça, c'est la politique du moins pire. Il faut vraiment en sortir parce qu'en fait, on peut vous faire passer tout et n'importe quoi tant qu'on vous fera passer que tout ça évite le pire. je vais répondre franchement à votre question. Ça me paraît compliqué aujourd'hui au regard de la fracture majeure qui s'est opérée avec... Il s'énerve un peu là. Oui, alors à votre avis, la fracture majeure, est-ce que c'est avec toute la Macronie qui a proposé le doublement des franchises médicales, l'augmentation des jours de carence? D'ailleurs, dans sa famille politique à Jérôme Guedj, Pierre Moscovici, vous vous souvenez de Pierre Moscovici? Incroyable, hein, dans le genre gauche de droite, lui, on est sur des niveaux. Le lieutenant de DSK. Il avait proposé 8 jours de carence sur les arrêts de travail. Est-ce que vous imaginez le délire? C'est-à-dire, imagine, t'es ouvrier agricole, tu te fais une entorse de la cheville en emmenant ton gamin à l'école, tu glisses, tu vas sur un trottoir avec du verglas, t'es arrêté 3 semaines, il y a 8 jours de carence sur ta paye. Est-ce que vous imaginez à quel point ces gens sont zinzins? Mais c'est vraiment, c'est un truc de fou, quoi. Donc, est-ce que vous pensez que la fracture, c'est avec ça? Ou la fracture est avec un
un autre parti politique. On va avoir la réponse immédiatement. De la fracture majeure qui s'est opérée avec la France insoumise, d'avoir un gouvernement dans lequel ceux-là même accepteraient d'être sous l'autorité d'un président de la République socialiste qui porte une ligne de cette gauche républicaine, universaliste, laïque, là où sur ces sujets, il y a parfois des Roland atermoiements Lescure ou coupables. Elisabeth Borne dans vos gouvernements, ça vous paraît moins de la science-fiction? Mais je ne les vois pas de la même manière. Ils pourraient soutenir ce gouvernement, en tous les cas empêcher qu'il soit censuré. Moi, j'espère qu'il y aurait une majorité qui se dégagera au lendemain des élections législatives. Et s'il n'y en a pas, eh bien, il y aura ce que nous avons vécu là dans la période, un gouvernement minoritaire, mais qui n'est pas censuré. Donc vous avez bien entendu, la fracture se fait sur universaliste, laïque, etc. Donc il le dit à mots cachés, mais vous avez bien compris, la fracture avec LFI est bien plus grande parce que LFI refuse d'aller dans un discours islamophobe et dans un discours pro-Israël, parce qu'il y a quand même ça aussi derrière. Bien sûr. Gage est un habitué de l'accusation d'antisémitisme, etc. Parce que, par exemple, vous voyez, au début de la capsule... L'instrumentalisation, Oui, de oui. l'antisémitisme. Au début de la capsule, on fait une blague sur ses liens avec le Likoud et tout. Lui, il est parfaitement capable de dire que oui, c'est une attaque antisémite, etc. Personne ici ne parle de la judéité des gens. D'ailleurs, les gens qui mettent en danger les personnes juives de ce pays sont les gens qui, comme Jérôme Gage, associent systématiquement la judéité, le fait d'être juif, au soutien au gouvernement israélien, d'accord, et à Israël tel qu'elle mène sa guerre génocidaire depuis des années. Faire ça est une mise en danger de fait de tous nos concitoyens juifs. Qu'on soit très clair, les antisémites, et ça je le maintiens, c'est eux. C'est eux qui font monter l'antisémitisme, c'est eux qui mettent une cible sur nos concitoyens juifs. Parce que je suis désolée, mais dans un contexte où, selon certains chiffres, près de 1 personne sur 5 à Gaza a été tuée depuis 2 ans et demi, dans un contexte où, actuellement, en Cisjordanie, il y a des actions terribles, au point même où les sionistes les plus zinzins, là, depuis 2 ans, en viennent même à dire « Oh ouais, quand même, ce qu'ils font en Cisjordanie, c'est peut-être pas ouf » et tout. Il commence à y avoir quand même un peu ce discours-là, parce que la réalité, c'est que la manière dont Israël se comporte est vraiment la violence coloniale à l'état pur. Et donc, associer systématiquement les personnes juives à ces politiques-là, c'est de fait une mise en danger, de faire l'amalgame dans la tête des gens. Donc lui, il est là à trouver que LFI n'est pas assez islamophobe et LFI n'est pas assez pro-sioniste. Ça, pour lui, c'est une fracture bien plus grave, c'est-à-dire s'opposer à un génocide en cours et à une situation coloniale insupportable et soutenir nos concitoyens musulmans qui sont parmi les plus discriminés, les plus vulnérabilisés et qui sont la cible principale de l'extrême droite actuellement. Je me permets quand même de rappeler ça à Jérôme Gage. Ces 2 critères-là le rapprochent très très fortement de la pire extrême droite de France, c'est-à-dire même le parti de Sarah Knafo et Éric Zemmour. Tiens, ces discours-là. Ça, c'est la réalité. Et donc pour lui, ça, c'est une fracture plus importante que doubler les franchises médicales, attaquer le code du travail, avoir permis le doublement de la fortune des milliardaires au moment où l'inflation a jeté dans la pauvreté des millions de gens dans ce pays. Je rappelle qu'il y a plus de 10 millions de personnes en France qui vivent sous le seuil de pauvreté. 20% des enfants français vivent sous le seuil de pauvreté. Mais ça, pour Jérôme Gage, c'est pas une fracture. C'est pas une fracture idéologique qui fait qu'on ne peut pas gouverner avec des gens. La vraie fracture, c'est l'islamophobie et le soutien à Israël. C'est scandaleux. Vraiment, c'est une honte que ces gens se présentent comme des gens de gauche. Moi, je suis désolée, mais c'est vraiment honteux. Et je me permets de rajouter quand même sur cette histoire qui est juste scandaleuse, le rapport au sionisme actuellement de la classe politique française. Encore plus que, si tu veux, novembre 2023, tout le monde était très frileux, etc. Enfin, vraiment, il y avait un espèce de rouleau compresseur. Je pense qu'aujourd'hui, au bout de 2 ans et demi de génocide en 4K, ça reste quand même compliqué dans la population générale pour plein de gens de dire « Ouais, non, Israël a le droit de se défendre et tout. » Tu vois, j'ai quand même l'impression, après des dizaines de milliers de morts, d'enfants déchiquetés, de gens brûlés vifs, de gamins avec des balles de sniper dans la tête, de chiens qui dévorent des cadavres dans les rues, enfin, vraiment d'utilisation de chiens pour de la violence sexuelle dans des centres de détention. Je vous jure que c'est ça la situation actuelle. Enfin, vraiment, après toutes ces horreurs-là, ce discours continue à être difficile à tenir dans la population générale, mais dans la classe politique française. Quand vous voyez le passage actuellement de la loi Yadan, je vous rappelle que la loi Yadan, soutenue par Yael Braun-Privé, etc., c'est une loi qui vise à criminaliser la critique
contre le sionisme, contre la politique israélienne actuelle, et à l'amalgamer immédiatement à l'antisémitisme. C'est-à-dire que non seulement c'est une catastrophe de faire ça pour la cause palestinienne, pour la lutte anti-impériale et anticoloniale, mais aussi pour les personnes juives de ce pays qui sont de fait mises en danger par ces associations qui sont des associations honteuses, je le redis clairement. Et là, ils sont en train de vouloir faire rentrer ça dans la loi pour pouvoir criminaliser les paroles politiques antisionistes. C'est juste un scandale absolu. Je pense qu'il y a un universalisme des masses caché de dire mais les génocides c'est pas possible quoi. Et Mélenchon a raison de pas lâcher là-dessus sur le génocide. Je pense que ça fera des choses qui vont le faire gagner en 2027, de ne pas taire ce génocide et de dire au peuple français mon élection c'est aussi une bifurcation avec les politiques pro-génocidaires, parce que les discours et les attitudes de pays comme la France ont permis ce génocide en leur donnant un soutien inconditionnel, en offrant des armes, en ne votant pas sur l'arrestation de Netanyahou. Tout ça, c'est permis par la France, et je pense que la majorité du peuple français n'est pas du tout en accord avec l'idée de perpétuer un génocide contre un peuple, et je dirais même les plus conservateurs des Français. Et ça, aujourd'hui, cette criminalisation, c'est justement pour contrecarrer ça par la loi, par les médias. C'est des choses qui ont déjà été faites. Je rappelle que quelqu'un comme Michel Alliot-Marie, au tout début de cette campagne en France, avait interdit de coller des autocollants BDS sur les denrées alimentaires vendues provenant d'Israël quand on voulait commencer le boycott, donc la campagne BDS, boycott des investissements sanctions, qui était à l'image de ce qui avait été fait contre l'Afrique du Sud de l'apartheid, voilà. Et tout de suite ils ont interdit, menacé de peine, et c'est toujours dans la loi, de coller des étiquettes BDS. Je l'ai vécu de très près, donc c'est quelque chose qu'il y a dans le fond, et la loi Yadan est une continuité de ces politiques de répression de la liberté d'expression progressiste, antiraciste, anticolonialiste, quoi. Et ça, il faut se battre contre, et le cœur de l'électorat Mélenchon, ce sera vraiment d'aller contre ça. Et surtout ne pas lâcher l'affaire. Jérôme Guedj a son agenda justement de faire taire tout ça pour pouvoir être élu, et on sait qui il drague, quelles élites il drague, quelle partie de la population les plus réactionnaires il drague. Il faut vraiment que Mélenchon aille en frontal en face de ça en disant non seulement on va le dire, non seulement on va s'y opposer, et c'est comme ça qu'on va gagner, quoi. Et donc pour terminer, je vais faire parler un petit peu mon Chris, spécialiste en solférinologie, mais là il faut bien comprendre ce que Guedj est en train de faire. Guedj n'est pas en train de se présenter à la présidentielle. D'accord ? Je pense qu'il faut être extrêmement lucide là-dessus, contrairement à ce qui est annoncé. Guedj est en train de tranquillement faire le chemin. La primaire est en train de capoter à mort. Il y a Tondelier avec Ruffin, etc. L'après qui vont tenter de faire leur truc de la loose. Je vous rappelle que nous, ici, à la Pas du Team, notre candidat, c'est Bad Mulch. Go Bad Mulch. Nous sommes avec toi à fond. On va essayer de t'aider au maximum de ce qu'on peut pour que ce soit Bad Mulch le candidat élu de cette primaire, si cette primaire a lieu, évidemment. Donc il y a ça. Et donc là, le PS est en train de se reformer, de se resolidifier, et il est en train de mettre de l'ordre dans son camp. Et c'est exactement le rôle que remplit Jérôme Guedj. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu mieux, Chris ? Merci, oui, Zoé. Donc oui, l'instant décodage pour finir cette capsule des petites tractations qui se jouent au PS. Hein. S'ils sont occupés aujourd'hui à faire des trucs, c'est ce genre de petites manœuvres. Voilà, c'est vraiment une mafia, quoi. Voilà. Et donc, que fait Jérôme Guedj ? Il vient pour casser le processus de primaire et faire en sorte qu'il y ait un candidat, ce sera jamais lui, je vous le dis tout de suite, qu'il y ait un candidat désigné de l'autre gauche. Ça fait partie de la prophétie. Il nous faut cette autre gauche à affronter en frontal au premier tour. Et là, il vient pour la casser et éviter que cette gauche-là soit désignée autour d'un processus qui mettrait en avant plutôt les noisettes, on va dire, qui est l'aile gauche, je rappelle, pour Guedj, fort. Tondelier, Clémentine Autain, Alexis Corbière-Garrido, pour lui c'est sa gauche. Et il ne veut pas qu'un processus de désignation d'un candidat de l'autre gauche existe à partir de ce dispositif-là, c'est-à-dire à partir de l'aile gauche du PS et des noisettes. Donc il vient pour tuer fort une deuxième fois. On a fait une capsule, Zoé, tu l'as vu comme beaucoup. Incroyable. De Patrick Caner, envoyé par Tonton François, qui vient tel un sniper qui a le crâne d'Olivier Faure dans le viseur, lui loger littéralement une balle entre les deux yeux. Ensuite, il le dépaisse et il expose son corps comme ça, une fois la fourrure retirée devant tout le monde. C'est vraiment l'assassinat d'Olivier Faure, quoi. C'est ça.
Et donc, il le fait un peu de manière, tu sais, statutaire, un peu des instances, tu vois. Il rappelle aux gens, mais non, il n'a pas de mandat. C'est ça, exactement. Moi, il faut qu'on en réfère à nos militants. Oui, Patrick. Exactement. Évidemment. Donc ça, c'est l'installation justement statutaire auprès des gens du PS pour tuer fort à l'intérieur du PS. C'est pour ça que Caner a été envoyé, allez voir la capsule. Et là, c'est l'étau qui se referme de l'autre côté. Gage vient pour tuer fort et la primaire sur le plan politique et médiatique, sur le plan plutôt du grand public, de l'opinion. Voilà. Donc, Gage a dit qu'il serait candidat à la présidentielle. Et il dit qu'il passera pas par la primaire. Et donc, fort, il arrive, il dit, il y a un mode de démocratique, c'est la primaire, c'est notre primaire des Noisettes, viens, Jérôme, viens t'inscrire, tu vois. Parce qu'en plus, Ford, c'est son truc en disant, non, mais tous les gens du PS peuvent venir, c'est une fête. La primaire des Noisettes, c'est vraiment la fête où vous invitez tout le monde et tout le monde vous dit qu'il a un truc avant même que vous ayez donné la date. Donc, posez-vous quand même la question de si les gens veulent être avec vous, quoi. Et donc là, Gage est envoyé, il peut pas envoyer tout de suite la grosse artillerie. Les gros qui peuvent justement prétendre à être le candidat final, Hollande, Vallot, Glucksmann, voilà, ne peuvent pas y aller maintenant, ils vont attendre la fin des municipales, c'est trop tôt, ils doivent voir l'état des forces, c'est ce qu'a dit Hollande, des forces politiques. Mais là, hop, pour tuer la primaire de l'autre côté, on envoie Gage, un second couteau, un type qui déteste fort, un type qui lui a craché dessus. Pendant le congrès où il a été élu, le type vient à la tribune, le gars, Fort a été élu, et le gars dit « on s'en bat les couilles de ça, on fera quand même pas alliance avec ta ligne », tu vois. Enfin bon, bref. Donc il est envoyé par, j'ai envie de dire, l'aile droite du PS. Mais en fait, maintenant, c'est tout le monde sauf Fort, les droites du PS, voilà. Donc lui est hyper isolé. Et donc il est envoyé pour définitivement tuer la primaire et installer un mode de désignation. Alors moi, je projette, ça va être, à mon avis, un truc intermédiaire entre une primaire ouverte et une primaire interne au PS. Ça va être une espèce de primaire confédérale des partis qui veulent créer cette fédération de gauche là, voilà. Donc en plus, ça te permet d'enregistrer des cartes. Tu dis vous pouvez venir nous aider à désigner notre candidat, mais que si vous êtes encarté. Du coup, ça fait des cartes et tout. Après, tu peux raconter que tu as des dizaines de milliers de militants. Et puis, il va faire ça avec Place Publique, les losers du bloc de gauche de droite. C'est ça. Et le mouvement de Cazeneuve, là, comment il s'appelle la convention. Oui, voilà, la convention. Mais déjà, le nom du truc. Bref. Donc voilà, ils vont faire ça avec ça. Peut-être les radicaux. Tu sais, ils vont peut-être. Ouais, les radicaux de gauche. Voilà. Peut-être qu'il y aura. Peut-être Delphine Bateau. Micro-partis. Ouais, voilà, tous ces micro-partis. Alors, Royal, elle va côté primaire des Noisettes, il me semble. Royal est capable de s'inscrire aux deux. Hein. Ouais, elle a peur de rien. Donc, Ségolène, incroyable. Hein. Et moi, je propose à Bad Mulch de s'inscrire aux deux. Ouais, oh oui. Non, mais justement, le PS, ils seront beaucoup moins cons que les Noisettes, parce qu'on vous le répète, hein, nous, on les déteste. C'est notre agenda politique actuel de les finir à coups de pelle platonique, je vous le rappelle. Vraiment, tout leur héritage politique est une catastrophe et tous leurs projets futurs politiques sont une catastrophe. C'est nos ennemis. Mais ce sont des gens intelligents. Ce sont des gens qui savent gérer les appareils de parti, qui savent gérer la stratégie. Et donc, la méthode qu'ils vont utiliser pour désigner leur candidat du bloc de gauche central va être une méthode bien plus maligne que la méthode de la primaire des Noisettes. Et tu as parlé du bloc de gauche, l'autre gauche, celle qu'on doit affronter au premier tour, va tuer Fort, et tu l'as dit un peu en entrée, va aussi tuer Glucksmann. Parce que dans une primaire confédérale, PS, convention, partis radicaux de gauche, je te Place Publique, vas-y avec Aurore Laluc là, fais en sorte d'avoir... Vous allez vous faire, alors je vous le dis, Place Publique, s'il y a des gens de Place Publique qui nous regardent, nous allons vous dire votre avenir, vous allez vous faire manger, mais manger. C'est-à-dire qu'on va vous découper, on va vous faire frire, on va vous tartiner. C'est exactement ça qui va se passer, vous allez vous faire déglinguer. Apprends à compter, hein, parce que dès que tes voix vont passer dans les mains des scrutateurs, Raphaël, elles vont disparaître. Tu vois, c'est une technique. Donc. C'est ça, c'est la démocratie selon le Parti Socialiste. Vous n'êtes pas prêts, je pense, à Place Publique. Hein. Voilà. Donc, vous allez voir, tout ça, ça fait partie de la prophétie. On tue la primaire, on tue l'aile gauche fort qui pourrait s'allier avec la FI, on tue un peu l'aile droite un peu bizarre qui pourrait presque s'allier avec Attal de Glucksmann, et puis on crée ce dispositif de l'autre gauche, et on met la pression sur le centre, et on met la pression à la FI.
On est bien parti pour la prophétie, là, Zoé. Hein, je pense qu'on peut Exactement. conclure là-dessus. Et on va se présenter comme ils l'ont toujours fait depuis quelques mois là au Parlement. Nous sommes des gens responsables. Si nous sommes élus, nous pourrons avoir un gouvernement où les macronistes ne nous censurent pas. La France ne sera pas ingouvernable. Avec nous, ce sera la stabilité, etc., etc. Bref, la petite musique que le PS installe depuis plusieurs mois et dans lequel Olivier Faure et Raphaël Glucksmann ne sont que les petites marionnettes sacrifiables de la main du parrain François Hollande qui va se désigner soit lui-même, soit son dauphin. Sur ce, les amis, il me reste à vous rappeler que nous sommes en campagne Plus Jamais PS. Vous pouvez encore nous rejoindre via le site On ne veut plus. Vous allez sur le formulaire de contact, vous constituez un petit groupe d'une quinzaine de personnes, vous élisez un binôme paritaire et nous pouvons vous fournir du matériel pour coller les incroyables affiches Plus Jamais PS. On en a de plus en plus, on a plein de retours d'action trop cool de plein de camarades partout en France. Particulièrement en région parisienne où il y a plein de monde qui sont très motivés pour le Plus Jamais PS. Et on le comprend vu l'actualité municipale à Paris. Comme vous le savez, nous avons notre grande soirée Plus Jamais PS qui aura lieu le 20 février prochain. Il y aura une rediffusion sur YouTube pour tous ceux qui ne peuvent pas y aller car nous sommes à guichet fermé avec la vente de plus de 400 places en moins de 24 heures. La dinguerie absolue. On est vraiment trop contents et on a trop hâte de pouvoir faire cette soirée avec vous. Vous pouvez également aller voir les différents entretiens et conférences sur la chaîne On ne veut plus. Vous pouvez aller sur les autres chaînes. Vous pouvez nous soutenir sur le Tipeee pour soutenir tout le travail de l'asso. Allez nous suivre sur Insta et Twitter. Et sur ce, on vous dit à plus tout le monde. Salut. Salut les gens. Salut.